Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée au football, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Vous le savez, c'est donc la République démocratique du Congo, les Léopards, qui vont disputer, prendre part aux barrages intercontinentaux qui auront lieu au mois de mars prochain. Les Congolais qui se sont imposés au tir au but 3-4 face aux Super Eagles du Nigeria. Tombeur le jeudi 13 novembre dernier au stade du Prince Héritier Moulay El Hassan des Panthères du Gabon. Clap de fin donc pour les poulains de Thierry Mouyouma qui sont tombés bien haut dans ces barrages face au Nigeria. Dans cette édition spéciale, on va donc tirer les enseignements de l'élimination du Gabon dans cette phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026 qui va se disputer aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Non sans nous projeter sur la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu dans quelques semaines seulement du côté du Maroc. Vous le savez, le Gabon dans le groupe F avec la Côte d'Ivoire, les Lions indomptables du Cameroun et le Mozambique. Pour faire le point sur cette chaude actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre justement de cette édition spéciale deux spécialistes des questions footballistiques. J'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Gaëtan Kouka, ancien international, devenu consultant. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonjour, M. Pambo. Je reçois également Mermoz Assélé, Djoué Dabani, consultant, évidemment, émérite de Télé Africa. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être une fois de plus au rendez-vous de l'actualité footballistique qui prévaut sur le continent africain et dans le monde, puisqu'on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On sait qu'on a joué sur plusieurs continents, dont le continent africain. Vous avez regardé évidemment avec beaucoup d'attention cette rencontre du 13 novembre dernier entre le Nigeria et le Gabon. Mais avant, commençons d'abord par le factuel, les faits, l'actualité. C'est évidemment la qualification arrachée par les Léopards de la République démocratique du Congo. Gaëtan Kouka, est-ce que ce résultat vous étonne? Étonné, non, à partir du moment où le Congo était l'une des équipes les plus complètes, on va dire, et donc sa constance, après avoir battu le Cameroun, a fait que démontrer face au Nigeria, et donc elle mérite tout amplement au sortir de ces barrages de pouvoir représenter le continent africain pour la suite. Mermoz, il y a certains qui disent que ce n'est que justice si ce sont les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont pu se qualifier, ce d'autant plus qu'on va dire que l'échéance a été simplement retardée par les Lions de la Teranga du Sénégal. Bien sûr, puisque cette équipe avait sa chance de... Après, je crois qu'après le Gabon, je crois que c'était peut-être le meilleur deuxième derrière le Gabon, qui avait une qualification, qui aurait pu jouer sa qualification, qui avait joué sa qualification sur ces terres, au Stade des Martyrs, cette cruelle défaite face au Sénégal où ils menaient au score et ils se sont fait rattraper et doubler par les Sénégalais qui avaient plombé donc cette qualification directe à la Coupe du Monde. Maintenant, oui, on va dire qu'ils se sont rattrapés, sauf que c'est pour des barrages intercontinentaux qu'ils vont jouer. Parce que le chemin, il est encore long. Bien sûr. Voilà, le chemin, il est encore long. Ce n'est pas encore la qualification directe, mais on va dire que c'est un premier pas vers la Coupe du Monde. Premier pas vers la Coupe du Monde, dernière qualification des Léopards, c'était en 74, 1974, la première participation. Donc les Léopards en course pour une seconde qualification à la Coupe du Monde. On revient rapidement sur cette finale du tour de cadrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique au stade du Prince Héritier Moulay El Hassan en vous montrant ses buts. D'abord le premier inscrit par les Super Eagles du Nigeria en première période. Je crois que, Mermoz, sur cette action, le ballon a été légèrement détourné par un défenseur de la RDC. Tout à fait. Ça a été légèrement détourné par un défenseur de la RDC. Et puis, bon, le Nigeria était encore, on va dire, sur sa lancée de cette victoire face au Gabon. Donc, toujours présent face au but. Et après, c'est cette équipe de RDC qui s'est remis aussi la tête à l'endroit. Donc les Nigérians qui ont fait une belle entame, on va dire, de cette finale. Gaëtan Kouka, 4e minute, déjà 1-0. Est-ce qu'à ce moment-là, côté congolais, on va se dire, bon, on est quand même face à un gros cadre africain et on encaisse un but très tôt, ça va être difficile?
Non, non, le problème c'est qu'avant le match, on sait déjà à qui on a affaire par rapport à la qualité de l'adversaire. Et donc lorsqu'on prend un but d'entrée de jeu comme ça, on a deux attitudes où ça vous coupe les jambes ou alors ça vous donne beaucoup de ressources sur le plan mental et donc athlétique. Et donc le Congo a fait la démonstration tout au long du match qu'elle avait de la ressource mentale et athlétique et elle a pu répondre jusqu'à justement arracher la victoire finale. Exactement, les Congolais qui sont revenus dans le match, une superbe équipe au regard de la qualité du jeu produit par les poulains de Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. On voit ce but, cette égalisation de la République démocratique du Congo, Mermoz. Ouais, très beau but avec d'abord ce débordement. Et surtout, c'est le travail, c'est un bon travail et une bonne finition pour cette équipe du Congo. Rappelons que nous parlons là d'un demi-finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que c'était quand même le finaliste de la dernière CAN face à un demi-finaliste. On peut dire là qu'on a peut-être vu en action, c'est vrai que on va se projeter un peu vers la CAN, on a peut-être vu pour cette finale deux peut-être futurs prétendants dans le dernier carré de la prochaine CAN qui va se jouer au Maroc. Des belles équipes. On a pu admirer Gaëtan Kouka sur cette égalisation de la RDC, la qualité du jeu, ce ballon propre sorti sur le flanc droit de l'attaque congolaise, ce centre, et puis au cœur de la surface de réparation, une bonne reprise du pied qui ne laisse aucune chance à Noabali, le portier des Super Eagles du Nigeria. Oui, M. Pambou l'avait dit, c'était une belle contre-attaque, on va dire attaque placée, puisqu'elle est sortie de la défense, passée par le milieu, ensuite on a développé sur le côté droit et on a terminé par un centre, comme on dit, ce sont des fondamentaux que nous enseignons dans les différentes écoles de foot. Et donc le Congo n'a fait que démontrer de par cette prestation ce qui s'est fait déjà en amont et donc ce n'était que c'est tout à fait justifié. Tout à fait justifié. Alors, on a surtout constaté que les Léopards de la République démocratique du Congo, de la RDC, ont pu contenir cette équipe de Super Eagles de Nigeria qui n'a quasiment pas finalement existé, Mermoz, durant cette finale. Même, on a joué les prolongations, 120 minutes, mais on a su, la défense congolaise, la paire centrale notamment, Chancel Mbemba et Touazébé, ont pu contenir les assauts des attaquants nigérians qu'ils ont mis sous les teignoirs. Je crois que ça a été peut-être le travail tactique du coach du Congolais parce qu'il a dû s'inspirer de ses erreurs dans son groupe. Il avait un match gagné, il avait un match à gérer face au Sénégal. Il s'est laissé un peu trop découvrir face à un gros qu'est le Sénégal. Et je crois par rapport à cette erreur, il a rectifié le tir avec cette équipe du Nigeria où il a pu jouer dans le fait de contenir le Nigeria et de procéder en phase de transition. Et c'est ce qui a plus payé pour cette équipe du Congo. À raison de bien défendre, d'abord, et en essayant maintenant on va dire quoi, de voler, si on peut dire ça comme ça, de voler le match à cette grande équipe qu'est le Nigeria. Et cela a payé, on va dire, par la phase des tirs au but. Et ça a marché, évidemment. Les grands joueurs de la RDC ont été au rendez-vous, évidemment, de cette finale face au Nigeria. On a parlé du capitaine Courage, Chancel Mbemba, de Touazébé, qui est également son pendant dans l'axe central de cette défense. Et puis, il y a eu les belles prestations aussi de Mecha Kelien, qui a marqué le but égalisateur. La belle copie rendue également par Moutoussami en milieu de terrain. Wan Bissaka aussi et Maguélé qui est rentré en seconde période. Les deux équipes ont joué les prolongations et au tir au but, les Congolais se sont imposés grâce à ce tir au but victorieux de Chancel Mbemba. Je ne sais pas si on l'a, Van, du côté de la régie, ce tir au but victorieux de Chancel Mbemba qui envoie donc la République démocratique du Congo au tour de cadrage intercontinental qui aura lieu au mois de mars prochain. Et là, on revient donc sur cette action, peut-être ce tir au but. À ce moment-là, Gaëtan Kouka, le temps que Van nous cale bien cette image du tir au but réussi par Chancel Mbemba, à ce moment-là, quand vous avez regardé les tirs au but, que vous avez vu que les deux gardiens se sont mis en évidence, ils se sont livrés un duel acharné là.
Oui, les tirs au but mettent en évidence non seulement les gagnants, mais aussi les tireurs. Et après un match au sortir des prolongations, les Congolais ont fait la démonstration justement de la capacité d'avoir encore de la ressource mentale, donc le plan athlétique. Parce qu'en réalité, un penalty est un exercice qui est d'abord technique, mais aussi sur le plan mental. Surtout en ce qui concerne Chancel Mbemba, c'était le penalty de la vie ou de la mort, donc il a su justement maîtriser tous les éléments et pouvoir justement concrétiser ce penalty. Et on revoit d'ailleurs ce penalty, Chancel Mbemba, le capitaine qui se présente devant Nwabali, le portier de Super Eagles du Nigeria, Mermoz, et il y a de la qualité dans ce tir au but. Oui, il y a de la qualité. Le gardien va se faire du bon côté, mais pour avoir légèrement levé son ballon, cela a mis le ballon hors de portée du portier nigérian. On va dire que Chancel Mbemba, il va être le héros de l'équipe de la RDC pendant ces éliminatoires. C'est lui qui marque le but victorieux face au Cameroun. Et ben, c'est lui qui marque aussi le penalty de la victoire. Je crois que le capitaine Courage congolais va être le héros pour son pays lors de ces éliminatoires. Et vous savez comment on l'appelle du côté de la RDC, Chancel Mbemba? Son petit nom, son sobriquet, vous connaissez? Demi-dieu. Ah oui, on se rappelle de sa phrase prophétique dans la CAN 2023 qui s'est disputée en 2024 en Côte d'Ivoire. Justice de Dieu, il y en a. Donc voilà, et la justice de Dieu qui a donc parlé et la RDC qui se qualifie donc pour le tour des barrages. Et Mermoz vous l'a dit, c'est encore long, le chemin est encore long, hein, celui qui doit mener la RDC vers les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique, parce qu'il va falloir encore prendre part à un tour de cadrage intercontinental. Et là, il y aura des Sud-Africains, des Asiatiques. Non, il y aura des Sud-Américains. Il y aura le représentant, donc le sixième des éliminatoires de l'Amérique du Sud, du CONMEBOL, l'Amérique centrale, qui sont aussi représentés. On aura un Asiatique, on aura l'Océanie. Voilà, c'est tout ce... Il n'y a pas d'Européens. Non, les Européens ont leur propre barrage entre eux-mêmes. On parle bien d'intercontinentaux. Mais aussi maintenant l'Europe ne fait pas partie de... Non, l'Europe ne sera pas dans ce cadrage. Non, c'est l'UEFA, c'est la toute puissance UEFA. C'est bien ce que vous avez compris, M. Pambo. Évidemment. Et d'ailleurs, dans ces barrages européens, il y aura des grands, l'Italie qui a été laminée à la maison par Haaland, la Norvège. Haaland et sa bande. Cette équipe de Norvège va être peut-être l'attraction de cette prochaine Coupe du Monde parce qu'elle a survolé son groupe. Je tiens à rappeler qu'elle a battu l'Italie, aller comme retour. Donc, voilà. Ce sera avec un Haaland qui, au minimum, presque chaque match, on a l'impression qu'il n'a pas mis 2 buts, c'est qu'il n'a pas joué. Le Cyborg va donc disputer sa première Coupe du Monde en 2026, l'année prochaine. Retour cette fois-ci sur la journée funeste du jeudi 13 novembre 2025. Il était 17h lorsqu'on a donné le coup d'envoi de ce premier match des barrages africains entre les Super Eagles de Nigeria et les Panthères du Gabon, le Gabon qui nourrissait des réels espoirs d'une qualification historique à la Coupe du Monde 2026 après avoir quasiment survolé la phase de groupe en terminant deuxième derrière la Côte d'Ivoire à 1 point seulement, 25 points totalisés par les poulains de Thierry Mouyouma. Donc les Gabonais nourrissaient normalement, logiquement, au regard du parcours quasiment sans faute, on a dit, en phase de groupe, des réels espoirs de qualification pour le tour des barrages intercontinental. L'ambition était certaine pour le Gabon de vouloir justement se qualifier pour cette phase finale historique pour le pays. Malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement et comme vous l'avez dit, on aura l'occasion justement d'en parler quelque peu au cours de cette émission. Et on revient d'abord sur la forte mobilisation du public gabonais qui a pris d'assaut les travées du stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat au Maroc. La communauté gabonaise, très nombreuse, on le sait, au Maroc est venue de 4 coins du Maroc, ils sont venus de Casablanca, de Rabat, de Tanger, pour soutenir, pousser cette équipe du Gabon vers la victoire. Mermoz. Ensuite, on est entré dans le vif du sujet en ce qui concerne évidemment le match en lui-même. On a vu que dès l'entame de la rencontre, à la 3e minute, il y a eu déjà cette défense gabonaise qui a été mise sous pression après cette faute d'Aaron Apinangé qui aurait pu déjà coûter un but au Gabon. Oui, ça aurait pu coûter un but au Gabon. On va dire que les Gabonais ont eu du mal à rentrer
d'abord dans ce match. Ça a On été peut un avoir peu- l'image. c'est- Merci beaucoup. ça a été un peu compliqué pour cette équipe du Gabon. Non, ça c'est l'image du but, mais l'image de la 3e minute, on voit la première erreur d'Aaron Apindangoy qui ne se solde pas par un but, mais par contre, une action plutôt chaude. La première perte du ballon d'Aaron Apindangoy. Oui, Mermoz. Donc je disais que cette équipe du Gabon qui a eu du mal à rentrer d'abord dans ce match, avant de... On a vu qu'au niveau du Nigeria, il n'y avait pas de rang d'observation. Les Nigériens sont rentrés tambour battant dans leur match pour essayer peut-être de forcer la décision dès le début. Les Gabonais ont eu, on va dire, ont été comme un diesel avant de se mettre la tête à l'endroit pour ce match. Donc, avec cette première occasion, c'était peut-être, on va dire, les couleurs annoncées par l'équipe du Nigeria qui voulait mettre déjà cette équipe gabonaise sous pression. Et on va dire que dans ces premières minutes, c'est plutôt Loïs Baba, dans une bonne partie de cette première mi-temps, Loïs Baba qui a pu, faire en sorte que cette équipe du Gabon puisse rester dans le match. Gaëtan Koukan, il y avait évidemment face au Gabon les champions d'Afrique, vice-champions d'Afrique en titre, les Super Eagles du Nigeria. Côté gabonais, Thierry Moyouma avait donc concocté une équipe sans maître à jouer, Kanga Guerror, blessé, donc pas disponible pour prendre part à cette rencontre importante, mais un 11 de départ qui avait quand même de l'allure. Vous l'avez dit, au détriment ou nonobstant les erreurs individuelles que nous pourrons souligner tout au long, ou nous devrons souligner tout au long de cette émission. Le 11 Gabonais avait une fière allure. Malheureusement, on n'a pas pu tenir sur la durée. Et là encore, ça fait défaut parce que la concentration n'a pas été au rendez-vous, d'où les erreurs individuelles et naturellement la profondeur de banc de touche. La profondeur du banc de touche. Alors, donc, il y a la première erreur à la 3e minute. Ensuite, il y a un fait de jeu qui a été abondamment commenté, décrypté, analysé dans le monde entier, puisqu'on a vu que même nos confrères des médias internationaux, certains blogueurs, influenceurs étrangers ont également commenté cette action de tirage de maillot en première période sur Aaron Apindangoy et la VAR qui a donc appelé l'arbitre central, malheureusement, qui a regardé pendant 6 minutes et puis qui a décidé, qui a dit qu'il n'y avait pas un penalty. Bon, cette action, c'est vrai que ce n'est pas cette action qui aurait fait gagner le match au Gabonais, mais qui aurait pesé peut-être aussi dans le score final de ce match, puisque ça aurait donné un penalty. C'est vrai que le penalty n'est qu'une occasion de but, il faut après le mettre. Mais tout le monde s'est accordé à dire qu'on n'a pas compris pourquoi il n'y a pas eu penalty. On regarde les images, sur images arrêtées, je crois qu'on l'a montré plusieurs fois à l'écran, à l'arbitre. Il a fait quand même 6 minutes à discuter avec les arbitres de la VAR. Rappelons que la VAR, c'est 3 arbitres qui regardent une action et qui doivent se mettre d'accord. S'ils disent « Ah, monsieur l'arbitre central, nous sommes ici un peu coincés parce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Moi, je pense qu'il y a penalty. Les deux autres disent qu'il n'y a pas penalty. La décision finale, c'est l'arbitre central. Venez voir. Et lui, il vient voir pour prendre sa décision. Souvent, quand l'arbitre, lui, siffle penalty sur le terrain, la VAR l'appelle. Oui, c'est même pas la peine de venir voir. Nous sommes tous d'accord ici, en regardant les images, il y a penalty. Et c'est là où vous voyez l'arbitre, il dit aux joueurs, je n'ai pas besoin d'aller, je vous dis qu'il y a penalty. La VAR m'a confirmé. Maintenant, là, on a une situation où tout le monde l'a vu, ce tirage de maillot. Et si ce tirage de maillot se serait fait au premier poteau, alors que le ballon il est allé au second poteau, j'aurais compris que c'est pas là. Apindangoy n'est pas dans la surface, la surface du jeu. Mais ce ballon, il vient sur Apindangoy. Est-ce que s'il n'y a pas ce tirage de maillot, est-ce qu'Apindangoy ne reprend pas ce ballon Non, non, selon l'arbitre. Voilà, de la tête. Et c'est sûr que l'arbitre, lui, il estime avoir jugé. Que c'est pas parce qu'on a tiré le maillot, je ne pense pas qu'il aurait rattrapé ce ballon. Mais pour moi, à mon avis, du moment que ça se passe dans la zone où est venu ce ballon, je pense qu'il y aurait eu normalement logiquement un pénalty. Est-ce que vous pensez que l'argumentaire de l'arbitre peut tenir? Est-ce qu'il estime que le tirage de maillot n'a pas influencé la position ou le geste d'Aaron Apindangoy? Enfin, il estime peut-être que Aaron Apindangoy n'avait pas de chance
réelle de toucher ce ballon-là. Oui, mais à partir de ce moment, c'est une mauvaise interprétation de la loi. Parce qu'à partir du moment, comme disait M. Asseli, Aaron Apinangwa est sur la trajectoire du ballon, parce que le ballon part du côté, je pense, du côté gauche pour arriver de l'autre côté où était Aaron Apinangwa. Effectivement, s'il n'y a pas ce tirage pour le côté gauche. Donc, à partir de ce moment, s'il ne tire pas le maillot Aaron Apinangwa, il a justement les possibilités de pouvoir récupérer ce ballon. À partir de ce moment, non seulement il y a eu la trajectoire, mais aussi l'opposition d'Aaron Apinangwa, et ensuite, on remarque que dans tous les championnats au monde, lorsqu'il y a généralement ce genre d'action, 90% des cas on siffle le penalty. Nous ne comprenons pas à ce jour pourquoi l'arbitre a décidé, après avoir consulté là-bas pendant 6 minutes, de ne pas accorder ce penalty au Gabon qui aurait dû être un autre fait de match, qui aurait donné une autre connotation à ce match. Alors, vous avez remarqué que depuis, en ce qui concerne ce match entre le Nigeria et le Gabon, on parle d'Aaron Apinangwa, déjà sur la première faute commise en 3e minute qui aurait pu coûter un but au Gabon. Ensuite, on retrouve Aaron Apinangwa impliqué. Il aurait pu porter à ce moment-là bonheur au Gabon sur cette action de pénalty tirage de maillot. C'est lui qui est au cœur, mais malheureusement, l'arbitre ne concède pas le pénalty pour le Gabon. Et à la 78e minute, on va retrouver pour la 3e fois Aaron Apinangwa, mais cette fois-ci dans le mauvais sens, puisqu'il est à l'origine. Et là, on peut revenir sur les images justement de cette perte de balle, Mermoz. Oui, cette perte de balle. Il fait une passe en entrée que dans les écoles de foot, on dit on ne la fait pas. Il est sur le côté droit, il y a au moins, je crois, une bonne 25 bons mètres, voire presque 30 mètres entre lui et le défenseur central. Une passe dans l'axe qui est interceptée dès lors qu'il y a un pressing. À ce niveau, pour Apinangwa, il aurait dû faire la passe directement au gardien, qui, ne pouvant peut-être pas remettre un joueur, aurait dégagé le ballon. Il fait une passe dans l'axe, il y a un pressing, et Kole Manga est très loin de lui. Et il y avait un pressing, l'attaquant plus rapide, plus véloce que Kole Manga coupe cette trajectoire. Donc cette faute, elle a vraiment coûté cher, on va dire, sur le moment à cette équipe gabonaise. Gaëtan Kouka, est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, parce que quand on regarde les images, on voit bien qu'Apinangwa, quand il fait cette passe en retrait, il a le visage baissé. Est-ce que c'est la pression? On joue la 78e minute. Face à lui, il a quand même de véloces attaquants nigérians, Osimhen, il y a la pression de Lookman, je ne sais pas si Lookman est Adams, etc. Est-ce que c'est la pression qui fait en sorte qu'à ce moment-là, il est un peu perturbé? Non, peut-être pas la pression, mais par réflexe. Il faut dire que Aaron Apinangwa a l'habitude de se retrouver dans ce genre de position et malheureusement, cette fois, il ne prend pas l'information, vous l'avez dit. Le fait de ne pas lever la tête, donc ça veut dire qu'il ne prend pas l'information pour regarder où est situé son partenaire et où exactement il devait remettre le ballon. Donc, il joue par réflexe parce que généralement, les défenseurs dans cette position remettent au gardien, mais ne sachant pas, pour ne pas avoir plus d'informations. Et la passe n'est pas appuyée. La passe n'est pas appuyée. On a l'impression qu'elle n'est pas assez appuyée. C'est ce qui explique pourquoi justement il donne ce ballon. Malheureusement, une offrande à l'attaquant nigérien qui n'a plus qu'à aller scorer pour donner l'avantage au Nigeria. Adams se voit donc offrir ce caviar, malheureusement, de la part d'Aaron Apinangwa et il convertit tout, évidemment cette offrande en but. À ce moment, ça fait donc 1-0, 78e minute pour le Nigeria. Ensuite, le Gabon, Mermoz continue à pousser, évidemment, dans cette dernière étranchement, cette équipe nigériane. Donc le Gabon mené 0-1 n'abdique pas, mais continue à presser, à jeter tout dans la bataille et à la 89e minute, il y a l'égalisation. Oui, il y a l'égalisation, cette belle frappe de Mario Lemina, bien sûr légèrement contrée par déviée, plutôt pas contrée, déviée par un défenseur nigérien. Belle frappe. Il fallait oser justement cette frappe. Nous étions dans les dernières minutes du temps réglementaire. On ne savait pas qu'après, derrière, il y aurait 12 minutes qui seraient ajoutées par l'arbitre, mais on est dans les dernières minutes parce que pour moi, j'ai l'impression que le Nigeria, après avoir ouvert la marque, rappelons 78e minute, donc à 12 minutes du temps réglementaire, a peut-être baissé le pied en se disant on a fait le plus dur face à cette équipe du Gabon qui a quand même su tenir tête à nos attaquants. Il reste 12 minutes sur le temps réglementaire. Pourquoi pas essayer d'abord de lever le pied et de contenir cette équipe gabonaise. Et c'est mal en leur a pris, plus que après, c'est cette équipe du Gabon qui a poussé cette belle frappe de Mario Lemina, légèrement déviée, mais il fallait la oser. Et voilà le 1-1 pour le Gabon qui redonnait de l'espoir à cette équipe du Gabon dans une éventuelle qualification pour
le prochain tour. À ce moment-là, donc, on joue la 89e minute. On a dit un but partout. Le Gabon a encore un espoir de qualification pour le tour des barrages intercontinental. Un but partout. Il y a eu, comme l'a dit Mermoz, les 12 minutes du temps additionnel avant d'arriver donc à la phase des prolongations. Ce qu'on a pu observer, évidemment, et là, on va rentrer dans la phase de l'analyse, du décryptage de ces prolongations, mais déjà durant les 90 minutes de jeu, Gaëtan Kouka, la défense gabonaise a tenu le choc. Le but nigérien a été marqué suite à une erreur de la défense gabonaise, mais globalement, Bruno Ekole-Manga, Jacques Ekomi et même Aaron Apenango ont essayé de faire leur match en contenant les assauts sans cesse répétés de Lookman, d'Adams ou de Victor Osimhen dans les 90. Avec un bon Baba aussi. Voilà, avec un excellent gardien, évidemment, puisqu'il nous a sauvés sur 2 ou 3 actions nettes de but durant le match. Et par contre, sur le front de l'attaque gabonaise, alors ça a été complètement la faillite de la part de Pierre-Emerick Aubameyang et de Denis Bouanga, qui ont traversé quasiment ce match comme 2 fantômes. Malheureusement, c'était peut-être pas le moment d'avoir 2 fantômes sur le terrain, mais on a constaté, et là, malheureusement pour le Gabon, comme je l'ai dit, parce que vous voyez, dans le match, il y a non seulement une opposition de style, mais aussi une opposition en termes de stars. Et vous l'avez dit, Osimhen a raté 2 ou 3 occasions pendant les 90 minutes, mais il a trouvé la ressource mentale et athlétique de pouvoir revenir, ce qui explique pourquoi, justement, lors des prolongations, il s'est envolé comme un aigle, et les nôtres, malheureusement, ont baissé en régime. Je pense que si on décrypte le match, vous verrez que il y a une action, vous l'avez dit, Aubameyang perd le ballon. Je pense que sur le 2e but, Aubameyang perd le ballon. Dans le rang central. Dans le rang central. Et la manière même de tomber, vous sentez qu'il est complètement cuit. Donc à partir de ce moment, on récupère et puis on était mal positionné parce qu'on était dans une position d'attaque. Donc le milieu de terrain de défense était en train de remonter, on n'a pas eu la possibilité de se repositionner malheureusement. Et puis Osimhen a eu ce ballon dans le dos où il allait scorer. Mermoz, comment on peut interpréter justement cette partie jouée par Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga? On a l'impression que c'était un remake de plusieurs matchs de ces 2 attaquants vedettes, les meilleurs de l'équipe nationale du Gabon, mais chaque fois qu'ils sont face à des grosses cylindrées sur le continent africain, ils ont toujours du mal à s'en sortir. Comment on peut expliquer cette situation? C'est peut-être difficile à expliquer, mais moi, ce que je pourrais dire pour cela, l'animation offensive. C'est vrai que ce sont des attaquants de qualité, mais quelle est l'animation derrière ces joueurs? Je ne dis pas que Kanga Gaylor est le meilleur dans son poste, mais on peut dire que l'absence de Kanga Gaylor, qui lui est un véritable, on va dire, organisateur de jeu, a peut-être pesé. Mario Lemina a essayé de supplier Kanga. Rappelons que Mario Lemina en club, c'est plus le milieu défensif ou à l'arrière, un milieu relayeur. On l'a fait jouer un cran au-dessus, en essayant de jouer 10, ça a été un peu difficile. Pour pouvoir voir des attaquants s'exprimer, briller, quels sont le nombre de ballons dans les bonnes conditions qu'ils ont eu? Je crois que quand on regarde pratiquement tout le match, il n'y a pas une seule occasion véritable pour Pierre-Emerick ou à l'arrière pour Denis Bouanga. C'est-à-dire être dans une situation où on pourrait dire que là, il a vraiment raté une action qu'on pourrait dire, entre guillemets, est-ce que ce n'est pas ça le problème justement qu'on a? C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont un profil Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant axial, de fixation, attaquant de pointe. Est-ce que quand il est face à des défenses qui sont compactes, est-ce qu'il n'a pas la possibilité, peut-être que ce n'est pas dans son registre, de descendre, décrocher comme le ferait un Karim Benzema à son prime, justement? Tout cela se travaille aussi à l'entraînement. C'est-à-dire, je ne suis pas coach, mais quand on regarde les différents matchs, si lui décroche, il faudrait que quelqu'un parte dans le dos. Le plus souvent, quand l'attaquant décroche, il faudrait que les 2 qui sont sur les côtés, les pistons, oui, rentrent dans le dos. C'est-à-dire, c'était Openda et Bouanga. Denis, oui. Voilà, et Bouanga. Oui. Donc, il faut, ça se travaille à l'entraînement. Si on a joué, on joue avec toujours ce système placé où il faut que ça aille sur le côté, qu'il y ait un retrait, ça va être difficile quand on est face à une équipe, on va dire, d'un certain calibre. Nous avons joué contre les Seychelles, on a vu comment Denis Bouanga a survolé le match. On avait une équipe de Seychelles qui était d'un moindre niveau. Là, nous jouons contre une grosse cylindrée. Les grosses cylindrées sont mieux organisées, on les joueurs d'abord de qualité, sont mieux organisés aussi. On l'avait constaté déjà face à la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. En aller-retour. Vous remarquez qu'on n'a pas de véritable occasion, si ce n'est
une frappe lointaine de deux fois, au match aller, on touche le montant, Pierre-Emerick, au match retour, c'est Chabi Babika. Et là, vous voyez, par exemple, sur ce match contre le Nigeria, c'est une frappe encore de Mario Lemina qui vient nous aider. Sinon, il n'y a pas de véritable, même si une frappe reste aussi une occasion, il n'y a pas de véritable phase de jeu pour pouvoir mettre en orbite nos attaquants, notamment Pierre-Emerick, dans l'axe. Alors, Gaëtan, l'argument de Mermoz tient la route, celui de l'absence d'animation, d'élaboration de jeu pour mettre dans les meilleures conditions nos deux attaquants. Notamment Pierre-Emerick Aubameyang. C'est clair que durant ce match, il a joué les 120 minutes. Il n'a pas eu une occasion franche de but. Pas servi dans les meilleures conditions. Oui, c'est un argument qui peut s'étaler. Maintenant, après, il faut avoir une grille de lecture un peu plus large parce qu'en réalité, le technicien a d'autres paramètres justement pour d'autres grilles de lecture pour juger un joueur. Vous avez par exemple, en football, il y a deux phases. Le football, c'est principalement deux phases. Avec ballon et sans ballon. Si je vous prends la phase avec ballon, ça veut dire que vous regardez, donc je m'appesantis sur le compartiment attaque, puisque c'est ça dont il est question. Comment le joueur se déplace dos au but, avec ballon. Donc comment il décroche, comme vous avez dit, et comment il fait appel contre appel. Donc ça, c'est bien un indicateur. Ensuite, comment il se retourne, comment il est face au but. Donc quand vous regardez la configuration de nos attaquants, ils n'ont pas été suffisamment présents sur le plan non seulement athlétique, mais aussi sur le plan technique, parce qu'il n'y a quasiment pas d'action. Vous avez vu nos attaquants, si ce n'est le jeune Openda, un peu débordé, être virotant sur le côté, mais Aubameyang a été absent de ce point de vue, et naturellement, Deli Bouanga. Donc comprenez que ce qui doit mettre en évidence un athlète, notamment un attaquant, en ce qui concerne Deli Bouanga, toujours prendre et attaquer, il n'a pas fait. Et Pierre-Emerick, appelé parce qu'il n'a quasiment pas eu de ballon appelé dans le dos. Là encore, il y a deux phases, parce qu'il peut appeler lui et le ballon n'arrive pas. On dirait que c'est le milieu qui n'a pas donné, mais combien de fois il a appelé dans le dos? On n'en a pas vu des masses. Donc à partir de ce moment, on n'a quand même pas été présent sur tous ces points. Et donc, ce qui peut expliquer leur prestation lors de ce match. Alors, autre fait souligné, observé, évidemment, lors de cette déroute du Gabon, un but contre 4 face aux Super Eagles de Nigeria, c'est ces changements. On a beaucoup parlé des changements de Thierry Mouyouma, évidemment, lors de ce match, en seconde période, durant la phase des prolongations, notamment Mermoz. Quand le coach décide de faire sortir André Biyogo-Poko et Didier Ndong Ibrahim, qui étaient les deux digues qui tenaient son milieu de terrain, et par la suite il faut rentrer Samaké, il faut rentrer également deux attaquants, Brian Meyo, il faut rentrer le jeune Noah Lemina. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de bascule à ce moment-là du match? Est-ce que ça bascule? Est-ce que l'équipe change de physionomie à partir de ces changements-là pour la phase des prolongations? Moi, je ne vais pas... Moi, pour ma part, j'ai l'impression que il n'y a pas une véritable visibilité de jeu de la part de Thierry Mouyouma, comme si c'était un peu perdu dans ses choix. Parce que j'essaie de reprendre. 76e minute, nous sommes à 0-0. Il fait sortir Poko, dont nous connaissons l'importance au milieu de terrain, pour Noah Lemina. Donc, un joueur à vocation défensive pour un joueur à vocation offensive. Alors, en même temps, il fait encore rentrer un autre joueur à vocation offensive pour un autre offensif, donc Brian Meyo à la place de Openda. Alors, il enlève Poko pour moi. Quand il enlève Poko, c'est qu'il a dit il sacrifie déjà un des deux récupérateurs de son milieu de terrain. Puisque Noah Lemina, c'est un attaquant. À ce moment, est-ce que Mouyouma jouait pour je vais tenter le coup d'être plus offensif? On est à la 76e. 76e minute, 0-0. 2 minutes plus tard, il y a l'erreur d'Apinangoy, il y a le 1-0. Je ne dirais pas que c'est la faute du milieu de terrain parce que Poko n'était pas là. C'était l'erreur d'Apinangoy. Mais est-ce qu'à la 76e minute, vous pensez que Poko était cuit, déjà cuit? Vous savez, Poko, je crois, a quitté là où il joue en Israël, puisque vu la situation avec le conflit avec l'autre bande, la Palestine, je crois qu'il est reparti, je crois, si je ne me trompe pas, en Turquie. Si je ne me trompe pas. Est-ce que Poko était cuit? Il n'y a que le coach qui pourra vous le dire que j'ai sorti Poko, peut-être parce qu'il était cuit, ou bien est-ce que j'ai voulu justement, je veux dire, changer le système? Parce que je dis bien qu'il fait rentrer Noah Lemina, qui est un offensif, et il enlève un des deux milieux défensifs, donc un des deux récupérateurs. Mais le but vient par une erreur d'Apinangoy. D'accord. 84e minute, il sort Didier Ndong, dont on connaît aussi
l'importance dans la qualité de la récupération et surtout de la relance pour Samaké. Je dirais, c'est du kiff-kiff plus ou moins parce que les deux jouent à peu près dans le même registre. Le même registre. 89e minute, on a un but. Et il faut dire qu'on est sur une phase forte du Gabon puisque les Nigérians ont reculé, eux qui mènent 1-0. Nous cherchons l'égalisation. Il y a l'égalisation. Nous passons maintenant aux prolongations. Je tiens à rappeler que pour la petite anecdote, l'erreur de Pierre-Emerick sur l'un des buts dans les prolongations, il y a la même erreur en fin de temps réglementaire dans le match. La dernière action que Osimhen, où il se trouve dans son face-à-face face à Loïs Baba, c'est Pierre-Emerick qui perd le ballon. Je tiens à le rappeler qu'il en première période. Oui, oui. Non, en fin de match. En fin de match. En fin de match. Ou en seconde période, oui, ça aurait pu faire à ce moment-là 2-1 déjà. On aurait perdu ce match. Pierre-Emerick qui décroche, il prend un ballon, il veut faire une passe qui est interceptée. Il veut faire la passe à un des milieux. Cette passe qui est interceptée et le ballon est donné à Osimhen qui s'en va. Et quand la caméra filmait même l'action face à Osimhen, on voit le dépit de Pierre-Emerick qui pense que j'ai fait une gaffe, c'est le 2-1. Heureusement que Osimhen s'est trouvé. Nous passons maintenant aux prolongations. Prolongation, 100e minute. Donc, on va dire 10 minutes vers la fin de la première mi-temps de prolongation. 10 minutes de prolongation. Il sort Noël Emina. On se pose la question, tu l'as fait rentrer. Est-ce qu'il a vu que le système n'était plus bon? Ou peut-être l'équipe a besoin de 109 et en même temps, parce que moi je lui dis que Noël Emina, il est rentré, donc lui c'est un 109. Il fait sortir un 109, Noël Emina, attaquant. Nous sommes menés 2-1, il fait rentrer Moussunda, à vocation défensive. On se pose la question. Après, en même temps, à la même minute, il fait sortir Brian Meyer, attaquant. Qu'il avait fait rentrer. Comme Noël Emina. Ce sont les deux qui sont rentrés. Voilà pourquoi on ne se comprend pas. Et il fait rentrer Jérémy Owono, joueur à vocation défensive. Mais je crois qu'il fait rentrer pour jouer maintenant le rôle de joueur de couloir d'attaque. Alors que sur le banc, je tiens à rappeler que sur le banc, il y avait bien matière aussi dans cette attaque, même si ce sont des jeunes. Nous avons Edine Matouti. Pourquoi ne pas faire entrer Edine Matouti à la place justement de ce Brand Méo si tu le refais sortir ou d'un Noël Emina? Il a fait appel au petit Alain de Marcolino, qui pour moi ont peut-être un peu plus de bouteilles que le jeune Brand Méo. Voilà surtout dans les prolongations à 2-1, c'est là où on ne comprend pas ces changements où des joueurs qui étaient rentrés, qui avaient donné du 109 et qui étaient à vocation offensive, tu fais rentrer des joueurs à vocation défensive. Est-ce que Gaëtan Kouka, à ce moment-là, Mouyouma ne se dit pas qu'il faut peut-être essayer de bétonner derrière, éviter d'en prendre un troisième, puisqu'à ce moment on n'est qu'à 2-1, mieux vaut fermer, sécuriser et puis espérer continuer à pousser et égaliser. Sur les phases de transition peut-être. Les interprétations sont multiples en fonction de l'objectif que recherche l'entraîneur. Et donc ici, on va justement polémiquer ou disserter sur les changements de télé de mouvement, mais je ne pense pas de mon point de vue que ce soit fondamentalement ça le problème. Pourquoi? Monsieur Assélé, dans ce que je veux qualifier d'exposé, a bien dit que on prend le premier but à la 78e minute lors du changement, mais ensuite on réagit parce qu'on a de la ressource. En réalité, le Nigeria a pris le match à quel moment? Le Nigeria a pris le match lorsqu'on revient justement pour les prolongations. Pourquoi? Parce que sur le plan athlétique, on a démissionné. Quand je prends le but comment vous l'appelez? Osimhen. Il monte. Le premier but? Non, pas le premier. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième, où il monte. Lorsqu'il monte, vous avez Aaron Pinangoy qui regarde, vous avez Kole Manga qui regarde, vous avez... C'est pratiquement baladé. C'est ce que je dis. À partir de ce moment, on ne parle pas de milieu de terrain. On a transpercé... On a envie de voir les images. C'est un ballon justement qui saute le milieu de terrain gabonais. Il amortit. Pendant qu'il amortit, personne ne monte pour faire le pressing. Il a le temps d'atterrir, donc de descendre avec le ballon, de contrôler une fois, deux fois, il frappe pour croiser. Mais pendant qu'il monte, il doit avoir, si je parle que raison, quelqu'un doit mettre un impact justement pour l'empêcher d'évoluer. Personne ne bouge. Donc à partir de ce moment, ça n'a rien à voir avec le changement qui a été fait. C'est simplement que la défense n'a pas été suffisamment, j'ai envie de dire, vive. Donc, pour monter, faire le pressing sur le porteur de ballon, comme on dit vulgairement. Donc, je pense qu'on a pu se prêcher. Est-ce qu'on a failli physiquement, athlétiquement? Est-ce que l'équipe s'est délitée? Complètement. Lorsque vous voyez l'appréciation des joueurs du Nigeria en seconde période, du moins la première période des prolongations, vous avez vu que sur le plan athlétique, le Nigeria avait pris l'ascendant.
Ouais. Et donc, à partir de ce moment, on avait démissionné. Pourquoi? C'est une question de niveau. Le Gabon n'avait plus rien dans les chaussettes. Et donc, ce qui peut expliquer qu'on avait des retards d'allumage par rapport à certaines actions. Et donc, ayant de retard, les Nigériens ont pris l'ascendant. Donc, physiquement, l'équipe a flanché. On peut évidemment voir ce but. Il y a au moins 4-5 défenseurs. C'est ce but, Voilà. ce fameux but. Voilà, il récupère au Le cœur de ballon la surface. saute le milieu du terrain. Donc, ça n'a rien à voir avec le milieu du terrain. C'était le défenseur, justement, pendant la trajectoire du ballon, justement, à faire un pressing sur l'attaquant. Malheureusement, les gars avaient les crampons dans le gazon. On va écouter rapidement la réaction de Thierry Dieudonné Mouyouma après cette élimination des Panthères battus 1-4 par les Super Eagles du Nigeria lors de la conférence de presse d'après-match. Oui, avant ce match, je disais que ce serait une opposition de style. Effectivement, ça a été une opposition de style. En première mi-temps, je pense que le Nigeria a joué parce qu'on le permettait. On était sur une position de bloc médian. Il fallait sécuriser les intervalles. Et ensuite, avant la mi-temps, nous avons essayé de progresser, faire progresser le bloc. Et en deuxième mi-temps, ça a été un autre match. On a eu le monopole, on a transporté le débat dans leur moitié de terrain. Et puis, arrive ce but. La première lecture, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans... on a prévu Noël avant l'heure. On a été généreux. Mais on se démène quand même, on revient au score. On va dans cette prolongation. Et puis, bon, là-dessus, j'ai envie de dire que, comme vous le disiez tantôt, je pense que le banc de touche a fait la différence. Je pense que c'est la lecture qui est la vôtre. Quand vous dites... Voilà, Gaëtan Koka, la réaction de Thierry Dieudonné Mouyouma, le banc de touche a fait la différence. Là, il parlait de problème de profondeur de banc côté gabonais. Je l'ai dit, on a pu tenir 90 minutes, même si aujourd'hui on donne l'impression que c'est parce qu'il aurait sorti Poko et Ibrahim. Donc ce n'est pas là-bas que se pose le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu tenir athlétiquement lors des prolongations. Et c'est là où vous voyez que le Nigeria a complètement explosé le Gabon sur le plan athlétique. Donc ça renvoie justement à la question de problème. Ensuite, même si on parle de changement de Ibrahim Don, permettez-moi de m'attarder, Ibrahim Don et Poko, ça renvoie à une autre problématique. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas de qualité de banc de touche. On n'a pas de qualité de banc de touche. On va revenir sur cette question. Le temps d'écouter rapidement la réaction de Bruno Ekole Manga, le capitaine de Panthères, après le match. Bien sûr, les supporters nous ont toujours donné de la force. Ils ont toujours été présents, ils sont toujours là et puis on sait compter sur eux. Et nous, sur le terrain, on fera ce qu'il faut pour qu'ils continuent à nous encourager et surtout les rendre fiers. Voilà, Bruno Ekole Manga, donc dans la zone mixte du stade Moulay El Hassan de Rabat, qui revenait donc sur la présence importante des supporters gabonais, dont on espère qu'ils seront au rendez-vous au mois de décembre prochain pour pousser cette équipe de Panthères du Gabon vers la victoire pendant la CAN. Il y a également eu la réaction d'Eric Sekouchiel, le sélectionneur des Super Eagles de Nigeria, qui a tenu à dire un mot sur l'équipe du Gabon. Non, je pense que déjà le Gabon, je trouve que c'est une très bonne équipe. Moi, j'adore le staff technique et ses joueurs. Maintenant, c'est vrai que nous, on a été très bons dans cette première mi-temps, dans ces 30 minutes. Vous l'avez vu, hein, je veux dire, en termes d'intensité, en termes de qualité technique. On était, je pense, un cran au-dessus. Maintenant, c'est vrai que physiquement, on a baissé d'un pied. Et je pense qu'on a manqué certains moments, on a fait preuve un peu de suffisance. Mais sur ce match, à partir du moment où on a eu beaucoup d'occasions de marquer, à partir du moment où on a pu mettre au fond, voilà. Donc c'est vrai qu'on travaille depuis le mois de janvier avec cette équipe. Vous voyez la progression, on continue à progresser. Maintenant, moi j'ai de la chance d'avoir une grande équipe avec de grands joueurs. Ils m'ont donné beaucoup de respect, donc on est là, on travaille dur. Et je suis fier d'eux. Maintenant, moi je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas ce qui se passera plus tard. On travaille chaque jour, à chaque match qui arrive, pour essayer d'être le meilleur possible. Et je suis content parce qu'ils commencent à comprendre quel est le projet de jeu, parce que tout le temps je parle de projet de jeu, je parle d'animation, je parle de créer une identité. Et vous, merci. Merci pour cette question, parce que c'est ça le plus important. C'est créer une identité, savoir comment on attaque et comment on défend. Et puis après, les matchs, vous savez, souvent ça se joue sur un détail. Là, le détail aujourd'hui, c'est la VAR. Peut-être que si
Si jusqu'à penalty, peut-être que c'est plus nos matchs et c'est le Gabon qui gagne. Donc vous voyez finalement à quoi ça se joue. Encore une fois, moi je voudrais féliciter cette équipe du Gabon parce que comme vous l'avez dit, ils ont été très impressionnants pendant les éliminatoires. Moi j'adore cette équipe. Hein. Vraiment, je suis très... c'est la vérité. J'adore même ce staff technique, j'adore ce coach. Et c'est vrai que ça fait mal de le voir partir là, de voir partir cette équipe parce qu'il méritait mieux. Mais nous, on est là, on a joué nos chances à fond et on va jouer nos chances à fond aussi. Voilà la réaction d'Eric Sekouché, le sélectionneur des Super Eagles de Nigeria, qui a donc dit son sentiment, ce qu'il pense de cette équipe de Panthères du Gabon, qui a été impressionnante durant la phase de groupe, malheureusement qui a calé lors du tour de cadrage, les barrages, en perdant 1-4 face au Nigeria. Mais on se projette déjà, messieurs, vers la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain, donc c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc, au royaume chérifien, qui va donc accueillir l'Afrique pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Gabon dans le groupe le plus relevé de la compétition avec les tenants du titre, les éléphants de Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun et le Mozambique. Mermoz, messieurs, on se pose des questions par rapport à cette compétition. Voilà, on a de gros matchs. Pour les fêtes de fin d'année. Le 24, face à le réveillon, c'est contre le Cameroun. Contre le Cameroun. C'est notre premier match, je crois même. Le réveillon de Noël. Oui, c'est notre premier match, même quand on revient le jour du réveillon. Donc, de Noël. Et le 31, Saint-Sylvestre. On se prend une bonne petite dose d'achike. Contre la Côte d'Ivoire, Ouais. avant d'affronter le Mozambique. Donc Tout on va à fait. passer des belles fêtes, évidemment. Alors, Fête, après avoir tiré les enseignements de ce tour de cadrage, avec qui Thierry Dieudonné Mouyouma va-t-il aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football? On sait qu'il y a déjà un noyau dur. Messieurs, on va essayer de se projeter, se jeter à l'eau. En ce qui concerne les gardiens, je crois que ça ne va pas bouger du tout. Loïs Bamba, Bekale, le jeune Mouguenou. Non, Mouguenou encore peut-être. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement à ce niveau? S'il y a un troisième quand même parmi ceux qui ont été là avant, anciens, pour mettre un peu plus d'expérience. Parce que Mouguenou, je tiens à rappeler quand même, c'est U17 de Sarcelles. Mais Thierry est déjà dans la reconstruction. C'est vrai qu'il est peut-être dans la configuration de l'après-Cannes, voilà. C'est vrai aussi. Bon. Donc, voilà. Ça ne devrait pas trop bouger, ça ne devrait pas bouger. Non, ça va bouger parce que, vous l'avez dit, le tour dernier appelé, le gardien, il avait été appelé non seulement au regard de son âge, mais surtout de son talent dans la tanière pour voir quel est l'environnement pour qu'il s'acclimate. Maintenant, après, est-ce que vous pensez qu'il va sortir oui, forcément, il va sortir parce qu'on va maintenant rentrer dans le très haut niveau continental. Il n'y a pas plus élevé que ça sur le plan justement de la compétition au niveau continental. Donc, l'amener, il est inexpérimenté, ce serait un risque, sachant qu'il peut avoir des cas de blessure dans l'entraînement pour ses gardiens. Donc, sans vouloir douter des qualités de l'enfant, parce que comme je l'ai dit... Mais c'est 28, hein, la liste de la Confédération africaine de football, c'est 28. C'est 28. 28. Bah, on peut emmener 4 gardiens. Oui, on peut emmener 4 gardiens. Pourquoi pas? Bon, pourquoi? Oui, s'il estime qu'il faut 4, s'il estime vouloir emmener 4 gardiens, c'est pas obligatoire. Pour par sécurité, il faut 4. D'accord. Donc, les défenseurs, il y a aujourd'hui, la défense, elle se construit autour de Bruno Kolemanga. C'est clair, c'est le capitaine. Il a fait un beau match face au Nigeria, il faut de plus. La question qui se pose, c'est qui à côté de Bruno Kolemanga? Parce qu'à Pinangoy, là, est-ce que vous pensez qu'il a perdu des points? Ouais, quelque part. Bah, donc, on a Onfia, on a Mouketou, on a Mboula. Voilà, à Pinangoy, je veux pas, comment dire, je veux pas comment dire que c'est pas un bon joueur, mais je veux pas le défendre, surtout. Rappelons qu'à Pinangoy a passé pratiquement 1 an et 1 an et demi cuit, c'est-à-dire blessé. Donc, d'accord. Est-ce que Pinangoy doit être titulaire? Titulaire, ça va être la discute entre Apenangoy pour moi et peut-être le petit jeune Mekonfia qui a montré de bonnes choses avec cette équipe de Panthères et qui joue en Guinée avec le Haïfia, dans le même club que le gardien Bekale. On a récupéré Mouketou. Il y a peut-être aussi Mboula, Michel Mboula de Metz. Il est blessé jusqu'à et on pas repris. Non, il n'a pas encore repris entièrement et on aimerait qu'il soit là, qu'il reprenne à temps pour être... Gaëtan Kouka, au niveau axial, vous venez de citer 5 noms. Bruno Kolemanga, Apinangoy, Onfia, Mouketou et Mboula. Ça, c'est ceux qui sont les axiaux.
Donc je pense qu'on a 28 joueurs, on peut se permettre d'avoir ces 5 axiaux parce que non seulement il peut y avoir des cas de blessure, mais je dis aussi des combinaisons importantes pour le sélectionneur. Et la fraîcheur. D'accord. La Et sur fraîcheur. On sur a les vu côtés. le problème de fraîcheur. D'accord. À gauche, Yohan Obiang, Jacques Ekomi. Faut-il ajouter un troisième sur le côté gauche? Yohan Obiang, Jacques Commis, je ne pense pas maintenant. Comme on dit 28 avec les cas de blessure, si on nous permet d'emmener 28 joueurs, peut-être ajouter certains qui sont passés dans la tanière, notamment je parlais de Wilfried Abessolo qui joue, qui pourrait venir. Tout comme de l'autre côté. Combien lui? Wilfried Abessolo, laissez-moi vous le dire, il joue à Cesson en National 3, donc 5e division quand même, mais il joue, il est titulaire, il joue avec son club de Cesson, par exemple. C'est la même chose de l'autre côté, on sait que la paire qui est... Les jumeaux. Ce sont nos fameux jumeaux, que sont Jérémy et Anthony. Maintenant, avec Anthony, plus titulaire, qui joue dans le même club, qui se supplée en club. Et par contre, le bon côté pour Jérémy, je crois que c'est peut-être là où a voulu tenter ce coup, quand il fait sortir le petit Brian Mayo et il fait rentrer Jérémy, c'est parce que même en club, à Frosinone, où jouent les jumeaux, Jérémy souvent dépanne, souvent même comme latéral gauche, et son frère reste à droite. Et comme ces deux jumeaux savent se projeter, souvent on fait rentrer aussi Jérémy qui joue dans le même couloir que son frère devant, ce que peut-être a tenté Mouyouma pour un peu plus de fraîcheur physique, puisque nos joueurs étaient cuits dans ces prolongations. Alors, pour ce qui est de l'entrejeu, le milieu de terrain, évidemment, on a également des certitudes par rapport au noyau dur de ce milieu. Ibrahim Don, Poko, Mario Lemina, Geller Kanga. Il y a Samake aussi. Qui commence à se faire sa place. Il y a des interrogations par rapport à Bokoum, Banyama aussi, qui n'a pas été rappelé là pour cette phase de barrage. Dans un registre beaucoup plus offensif que ce que vous avez cité précédemment, mais je pense que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est le pendant idéal de Kanga Geller? Clairement, parce que sur le plan offensif, en cas d'absence de Kanga Geller, on a besoin de quelqu'un qui puisse mettre justement le pied sur le ballon, comme on dit vulgairement, pour pouvoir justement donner du tempo au jeu. Donc, beaucoup aujourd'hui remplit pleinement ce registre. D'accord. Pour ce milieu, c'est vrai que beaucoup me connaissent un peu plus la tanière que certains. Non, mais c'est surtout les profils. Hein. C'est surtout les profils. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, on a vu que contre le Nigérian, Kanga Geller n'était pas là. Il nous a manqué un véritable meneur de jeu. Et donc, à l'absence de Kanga, j'en venais. Par exemple, quand on parle de Bokoum, je voudrais prendre aussi d'autres que Mouyouma avait déjà appelé quand il avait pris les Panthères, et après qui sont venus une ou deux fois, après qui ont disparu. Par exemple, en termes de profil, comme on va dire un 10 ou un offensif, il nous avait appelé une fois Jacques Rissonga, qui est un milieu offensif. Qui évolue en National 2, donc l'équivalent de la catégorie en France, oui. National 2. Le club, c'est les Herbiers, qui joue, qui a joué 9 matchs sur 10 matchs de journée et qui est titulaire. Voilà encore un profil. Est-ce qu'on les regarde encore, ces mecs que Mouyouma avait emmenés? Ils sont un certain nombre que j'avais pris comme ça, là, histoire de voir les Roy Mouniégué, mais d'autres ont disparu. Par exemple, moi, j'ai retenu par exemple ce Jacques Rissonga, qui joue notamment avec son club donc, de Les Herbiers, qui est un profil aussi qui pourrait venir. Maintenant, après, si on parle des autres postes, vous avez Didier Dong Ibrahim et Poko, peut-être certes à la récupération, mais quid de certains qui étaient dans la tanière, et puisqu'on parle de 28 joueurs, Loufilou. Clèche Loufilou. Sorti des radars. C'est d'autant plus que Bitegué est blessé. Voilà. Bitegué, non seulement est blessé, en plus il est sans club à l'heure actuelle pour Medune Bitegué, d'après le site spécialisé Transfermarkt. Maintenant pour Loufilou, il est en Irak, toujours. Oui, il est dans la zone de l'Irak. Voilà. Son dernier match répertorié, c'est le 31 août de cette année. Il avait joué 90 minutes, il était titulaire avec son club irakien, qui est un des joueurs qu'on a souvent appelé à ces postes de 6 pour suppléer quand on avait encore des problèmes avec les disciplines avec nos internationaux qui étaient Didier Dong Ibrahim. Voilà. Ça, c'est un peu pour parler de cette équipe au niveau de ce milieu de terrain. Et puis, il y a les pistons, évidemment. Il y a de la qualité avec, à gauche, on l'a dit, Denis Bouanga, à droite, Jim Alevina. Quelle est aujourd'hui l'actualité de Jim Alevina? On nous a dit qu'il est en pleine période de réathlétisation. C'est-à-dire qu'il recommence un peu la course.
il était d'abord dans la salle, maintenant il essaie de reprendre un peu la course. Mais maintenant, la question c'est est-ce qu'il sera... déjà, même s'il reprend la course, on va sûrement appeler Jim Alevina pour son... Oui, mais parce qu'on le dit, 17 novembre, on commence notre premier match le 24 décembre. Donc, je crois qu'il y a encore donc on plus d'un mois. Il sera déjà peut-être prêt, peut-être pas à 100%, mais au moins, Jim pourra venir quand on parle des pistons. Donc on a Jim Alevina, on a le petit Teddy Averland. À droite, il y a un nouveau qui a fait une belle impression contre le Nigeria, voilà, Royce qui Openda. nous a quand même fait belle impression. On en a d'autres aussi quand même. Moi, j'essaie de regarder, par exemple, quand on parlait du changement, par exemple, quand il fait rentrer Jérémy Owono. Moi, je me rappelle le match contre la Gambie, 75e minute, on a un Denis Bouanga cuit. Ce fameux match où on gagne 4-3 avec Pierre-Emerick qui a survolé la honte. On a un Denis Bouanga cuit. Moi, j'ai aimé l'audace de Mouima de dire il est cuit, je le change. Et sans Matouti. Il a fait rentrer le petit Edwin Matouti, qui n'avait pas été. Non, le passeur d'ailleurs sur le quatrième but. Sur le quatrième but de Bang, qui n'avait pas été aussi si mauvais. Ben voilà des joueurs qui ont commencé déjà à goûter à cette tanière. Il faudra leur faire confiance, notamment Edwin Matouti. Et il y en a d'autres. N'oublions pas que sur ce plan de piston, on a un joueur qui joue les deux, qui peut jouer attaquant comme piston, qui est blessé, espérons qu'il reviendra. C'est Xavi Babika, mais lui, ça va être compliqué parce qu'on parle de jambes cassées. Alors, vous parliez tout à l'heure, c'est vous d'ailleurs, Gaëtan Koka, qui parliez du haut niveau en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous ne semblez pas tout à fait chaud à l'idée qu'on emmène le jeune Muguenu, je crois, Lucas, le gardien, c'est bien ça. Quid de Brian Mayo et de Noah Lemina par rapport justement à cette Coupe d'Afrique des Nations de football, à cette jeunesse? Mais écoutez, nous on va spéculer. Maintenant, après, l'entraîneur, en fonction de sa vision, va déterminer non seulement en termes de qualité sur le plan athlétique, sur le plan technique et sur le plan mental qui va amener. Mais moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que le match contre le Nigeria a quand même montré à la face du monde qu'on a des problèmes de niveau. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans le très haut niveau. Parce qu'après le Nigeria, ça va être le très haut niveau. Et lorsque vous disiez qu'on a 2 matchs importants lors de la Coupe d'Afrique, non, on a une compétition importante. Parce qu'il faut voir sur l'ensemble. Du premier tour. C'est ce que je dis, il faut voir justement l'ensemble de la compétition. Parce que si vous passez au premier tour, forcément vous engagez le deuxième. Donc il faut voir l'ensemble de la compétition de façon à appeler des joueurs qui soient non seulement qui remplissent ces critères, mais aussi qui soient dans des championnats d'un assez bon niveau, qui permettent déjà de réduire les cas de niveau. Parce que la Coupe d'Afrique, je vous assure que sur le plan athlétique et sur le plan mental, c'est infernal. On joue tous les 3 jours. Justement, on parlait un peu de ce front de l'attaque. J'ai parlé de Babika qui, j'ai dit... J'ai bien peur pour lui parce que j'ai dit bien que... c'est pour la percussion surtout. Voilà, pour la percussion. Mais Babika, il sait quand même s'y faire quand il veut bien. Le problème, Babika, je disais qu'on parlait de jambes cassées, donc ça peut être compliqué. En parlant maintenant d'autres profils, je peux vous citer par exemple un qui avait été appelé, qu'on ne voit plus, perdu un peu dans le radar, et pourtant qui joue. Je parle là de Orfebina, par exemple, qui joue Maribor en Slovénie, première division slovène. Actuellement, il a 11 matchs, 4 buts. 2 passes décisives dans son championnat. Profil attaquant de pointe. Voilà, lui c'est plus un profil, on va dire, attaquant axial. Il faut bien penser, comme on disait tout à l'heure, qu'on a vu Pierre-Emerick cuit, parce que seul, pratiquement, puisque c'est vrai c'était le Nigeria, on avait besoin de son expérience, mais il y a des matchs où il faut peut-être oser, et voilà des joueurs qui pourraient venir aussi combler l'effectif de la tanière. Gaëtan Koka, ça veut dire qu'il faut que Thierry Mouyouma fasse une large revue de troupes, vous pensez? Oui, il faut revisiter toutes ces convocations, regarder cas par cas tous les paramètres qu'on venait de dénoncer, de façon à sortir peut-être pas la liste qui fasse, si vous voulez, où tout le monde sera d'accord, mais où il y aura moins de contestation. C'est difficile, moins de contestation, c'est vraiment difficile, évidemment, puisqu'il y a toujours... J'ai fait un peu ce petit exercice. Je ne pas de moins de contestation. Quand tu m'as appelé pour cette émission, j'ai fait un peu cet exercice, justement. Je suis allé reprendre les joueurs que Mouyouma avait appelés, les différentes convocations depuis sa prise de fonction. C'est pour ça que j'ai un peu répertorié ces joueurs. Est-ce qu'il a toujours un regard sur certains joueurs qu'il avait appelés une fois? Par exemple, même au niveau de la défense, j'ai un jeune qui nous avait amené une fois, Mathéo Moussa, qui joue à Bastia, deuxième, l'équipe de Bastia, titulaire aussi avec son équipe, mais un très jeune quand même. Donc je dis, il faudra peut-être, comme dit Gaëtan, une vraie revue d'effectifs large
au sens large, en regardant ces différentes convocations, qui est en activité, qui a disparu, qui ne joue plus, et comme il dit, donner peut-être une équipe qui fera moins de contestations plutôt que qui mettra tout le monde d'accord. Évidemment, Et compétitive. Il s'agit également pour le sélectionneur national Thierry Dieudonné Moyoma de ne pas bousculer l'ossature. Il a déjà son noyau dur, évidemment, puisqu'on sait ce qui compose ce noyau dur-là, ces joueurs expérimentés, de qualité aussi, en insufflant peut-être une nouvelle dynamique, en donnant la chance à ceux qui le méritent par rapport à leurs différents états de service dans leur club respectifs pour qu'il y ait une liste la moins contestée possible selon... c'est un exercice difficile. Hein, j'ai regardé sur les réseaux sociaux encore un document qui parlait de cette journée funeste vécue par 6 joueurs. Vous vous rappelez de cette sélection d'Aimé Jacquet pour la Coupe du Monde 1998 lors du rassemblement des Tignes où il avait appelé, je pense, plus d'une vingtaine de joueurs ou 28, je pense qu'il fallait enlever 6. Et il avait enlevé 6, dont les Martin Djetou, les Lamouchi, les Ibrahimba. Ibrahimba dit que c'est un épisode qui lui est resté, qui l'a traumatisé. Il a... Mais on est obligé de le dire parce qu'il faut le rappeler. C'est un exercice difficile pour Thierry Dieudonné parce que après on se plaint, oui, il est jeune, Noah, Lemina, il n'a pas de la bouteille, ainsi de suite. Je veux bien. C'est pas que je veux défendre le coach. Le coach, mais il fait avec quoi? Nous avons toujours ce sempiternel problème de championnat. Je crois qu'il y a une réunion vendredi. Il y a une réunion qui est prévue, oui, par vendredi, le 21 novembre. Nous sommes 21 novembre. On espère qu'il y a une fumée blanche qui sortira de là. À un mois, on va dire, du début de notre compétition. Donc ça veut dire déjà que... C'est cuit, là. C'est cuit pour les joueurs locaux. Donc il est obligé de faire avec ce que nous propose... vous voyez, Gaëtan Kouka. Il est obligé de le faire avec ce que nous propose l'extérieur. Ouais. Et l'extérieur, on n'en a pas des masses. On n'en a pas des masses. Vous souriez, Gaëtan Kouka. Parce que nous sommes dans un pays merveilleux. Il y a une réunion de la LINAF le vendredi prochain. Pourquoi je dis nous sommes dans un pays Pourtant, il y a les calendriers sont connus. Je ne sais pas comment on n'arrive pas à adapter nos calendriers avec l'équipe nationale. Si une fumée blanche sort de la concertation de vendredi, oui, ce serait bien que le championnat national reprenne. Mais pourquoi ne pas avoir mis justement tout cet enthousiasme, toute cette détermination pendant la période des éliminatoires pour que le Gabon puisse avoir un vivier suffisamment large et donc donner à la sélection nationale beaucoup plus de chances. Vous voyez, c'est un peu les contradictions qu'on a qui me gênent souvent. Oui, c'est bien, on va reprendre le championnat, mais on aurait mis cet accent particulier pendant le mois d'août, septembre. Ouais, donc c'est un peu... En plus, le problème, c'est que... lorsqu'on regarde l'équipe Nigeria, parce que nous sommes à peine d'émission, et toutes les autres équipes, le Maroc, on est par bas des cadeaux, mais quand on regarde, Lookman a joué la phase finale des éliminatoires des U17. Hein. Lorsque vous voyez, donc ça veut dire que ce soit le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, c'est des progressions qui sont suivies. Mais nous, quand vous prenez l'équipe qui a joué, je crois, la Coupe d'Afrique U14 ou U16 ici, non, U14 ici, je crois, en 2015, où est passée cette génération? C'est-à-dire qu'il y a tout ça, parce qu'il faut d'abord une progression, il faut une visibilité dans la progression du joueur. Gaëtan Kouka, merci. Merci beaucoup pour votre présence, une fois de plus, pour nous aider à décrypter l'actualité en lien avec le football. Merci également à vous, Mermoz Assélé, Joël Dabani. Merci à vous et je dirais que moi, le constat que je fais, c'est cette défaite contre le Niger, en regardant le match avec les prolongations, ça a montré les carences de notre football actuel, l'état de notre football en général actuel. On espère évidemment qu'il sortira quelque chose de positif le vendredi 21 novembre prochain lors de cette rencontre, réunion organisée par la Ligue nationale de football professionnel dans l'optique de la reprise du championnat national de football de première et deuxième division. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.